Sorti en 1994, Le Roi Lion est sans conteste l'un des plus grands succès de l'histoire du cinéma d'animation. Avec ses chansons cultes, ses personnages attachants et ses paysages grandioses, il continue d'émerveiller des générations entières d'enfants et d'adultes. Mais derrière l'émotion et la beauté formelle, que raconte vraiment ce film ? Quel message transmet-il à ses jeunes spectateurs, souvent sans qu'ils s'en rendent compte ? En se penchant sur le récit, ses symboles et ses dialogues, on découvre une vision du monde très structurée, fondée sur des principes d'ordre, de hiérarchie et de pouvoir. Une sorte de conte politique maquillé en fable animalière. Dès la première scène, tout est clair. Le monde a une organisation naturelle où chacun occupe une place précise. Le lion règne, les autres espèces s'inclinent, et tout cela est présenté comme évident, presque sacré. Pas de remise en question possible, c'est l'histoire de la vie. Le film ne met en scène aucun humain, mais il parle bel et bien de politique. À travers les animaux, Disney illustre un modèle de société où le pouvoir est héréditaire, pyramidal et incontestable. La monarchie, donc, mais en version nature peinte au coucher du soleil. Ce n'est pas un hasard si le futur roi, Simba, est présenté comme le propriétaire légitime de toute la savane. Le pouvoir lui revient de droit, comme un bien de famille transmis à la naissance. Il n'a rien à prouver au départ, il est né lion, fils du roi, et cela suffit. Lorsque Mufasa initie son fils aux responsabilités royales, le discours semble bienveillant, mais il renforce une vision très hiérarchique du monde. Le roi est en haut du rocher, les autres en bas. Et cette position dominante est justifiée par une idée toute simple. Celui qui est en haut sait, il comprend les lois du monde, il a donc la légitimité de gouverner. Même quand le film introduit une forme d'équilibre avec cette fameuse chaîne alimentaire dans laquelle les lions mangent les antilopes mais finissent eux-mêmes transformés en herbe, l'idée centrale reste la même. Tout est à sa place et mieux vaut ne pas déranger cet agencement naturel. Dans cette structure sociale rigide, chacun joue un rôle bien défini. Prenons Zazu, le majordome zélé de Mufasa. Il est loyal, serviable, mais il est aussi tourné en ridicule à longueur de scène. Son savoir ne compte pas, sa parole est ignorée, ses humiliations deviennent des gags. Zazu est celui qui sait un peu, mais pas assez pour être respecté. Il est en bas de l'échelle et il y reste joyeusement. Cette façon de présenter le serviteur comme volontaire, consentant et même heureux de sa condition est un ressort narratif bien connu. On s'en amuse, bien sûr, mais le message implicite reste. Certains sont faits pour commander, d'autres pour obéir, et ce n'est pas si grave, surtout si on le fait avec le sourire. Le film fait aussi une distinction très nette entre ceux qui détiennent le savoir et les autres. Les rois, Mufasa puis Simba, ainsi que le vieux singe Rafiki, sont présentés comme des figures de sagesse. Ils savent, comprennent, transmettent. Tous les autres, les hyènes, Timon et Pumba, les lionnes, sont soit naïfs, soit muets, soit manipulables. Leur rôle n'est pas de penser, mais de suivre. À noter, Rafiki, bien qu'il fasse partie des sages, est représenté comme un être excentrique, presque magique. Il parle peu, utilise des symboles, rit tout seul, une sagesse plus mystique que rationnelle. Et c'est lui le seul personnage à l'accent africain prononcé, dans un film censé se passer en Afrique. Ce détail, anodin en apparence, renvoie pourtant à une représentation stéréotypée des cultures non occidentales. Proche de la nature, intuitive, mais jamais vraiment responsable du pouvoir. À l'opposé du roi bienveillant, Scar incarne la figure du tyran. Il est intelligent mais tordu, charismatique mais défiguré. Il manipule, ment, s'entoure de voyous et provoque le chaos. Tout dans son personnage évoque la menace, l'excès, la déviance, l'altération de l'ordre. Scar est présenté comme un contre-exemple absolu du bon pouvoir. Il ne respecte pas l'équilibre de la nature, il ne gouverne pas avec sagesse, et surtout, il s'entoure de marginaux. Les hyènes, avec leur accent codé, afro-américain, latino, leur rire bête, leur laideur, forment une armée de parias. Des figures sociales et ethniques qui renvoient de manière implicite à des groupes historiquement discriminés. Le sous-texte devient clair. Quand le pouvoir tombe entre les mains de ceux qui ne sont pas faits pour ça, le monde bascule dans le désordre. Seul un vrai roi légitime peut rétablir l'harmonie. Le parcours de Simba est celui du retour à l'ordre, parti vivre une vie insouciante avec ses amis insectivores, un mode de vie bien peu productif, clairement moqué dans le film. Il finit par assumer sa destinée. Et cette destinée, c'est de gouverner, parce qu'il est né pour ça.
Ce retour au trône est présenté comme un acte de responsabilité, de courage. Il ne s'agit pas seulement d'un héritage, mais d'un mérite. En prouvant qu'il est capable de surmonter sa culpabilité, de se battre, de prendre les bonnes décisions, Simba légitime son statut de roi. En creux, le film affirme que le pouvoir doit revenir à ceux qui savent en être dignes, et ceux qui ne le sont pas, qu'ils restent à leur place. Le Roi Lion raconte une histoire simple et émouvante, mais sous ses airs de fable écologique et de récit initiatique, il dessine un monde très structuré, où les rôles sont figés et les hiérarchies naturelles. Le roi sait et protège, les subalternes obéissent et servent, les marginaux menacent l'équilibre. Tout est en ordre, à condition que chacun reste dans son couloir. On peut bien sûr aimer le film, chanter avec nostalgie Hakuna Matata ou pleurer la mort de Mufasa. Mais on peut aussi s'interroger sur ce que le film dit aux enfants sur le pouvoir, la société et la place de chacun dans le grand cercle de la vie. Car après tout, même les plus beaux dessins animés ne sont jamais neutres. Bonne journée et à bientôt pour de nouveaux contenus.